Maintenant qu'on est en Facebook Live, comment vas-tu? Bien et toi? Ça va. On va parler rentrée scolaire, UCAM, UDM, Lucas Université est de anglais, Montréal. mais je ne vais pas parler de Lucas. Voilà, rentrée scolaire, UDM pour Université de Montréal Tout et à fait. gentrification. Tout à fait. Au tout début de l'émission, j'ai voulu dire construction, mais non, ça n'avait rien à voir apparemment. Mais tu as utilisé trois mots. Alors cette saison, on est dans la 19-20, saison 19-20. Coucou à ton monde, hein, je dis comme ça en passant. Non, je vais te laisser parler. C'est quoi le... Ok, trois mots, parce que c'est comme ça maintenant que tu vas présenter tes chroniques. Quoi. Ah bon? Genre trois mots et puis tu... J'avais dit UDM, parc extension, gentrification. Il n'y avait pas parc extension. Parc extension? Non, pas du tout. Ah d'accord. Là, ça fait quatre mots. Tu vois, même Chakoun est surprise. On est tous surpris en studio. Non, tu n'avais pas dit. So... Petit plus. Oui. Alors, il y a quelques semaines, le réseau Recherche Action Parc Extension nous a contactés en nous disant, tenez, puisque vous faites pas mal de capsules sur des sujets de société, est-ce que vous pourriez regarder du côté du DM et ce qui est en train de se passer à Parc Extension? Et à ce moment-là, j'ai quasiment hurlé, laisse-moi m'en occuper Cyril, laisse-moi prendre le dossier de l'UDM, je veux bien en faire ma chronique à la rentrée, il n'y a pas de souci. Donc du coup, vu que c'est la rentrée, on va parler de la rentrée de l'université, on va parler de la rentrée de l'Université de Montréal qui est quelque peu chargée. Pour les personnes qui ne connaissent pas, on va dire, le panorama scolaire de Montréal-Québec, l'Université de Montréal, c'est une institution universitaire francophone, l'une des plus importantes du Canada. Elle est classée mondialement, elle est reconnue comme un chef-lieu notamment de la recherche doctorale. Elle fait venir des chercheurs du monde entier, elle existe depuis le 19e siècle. C'est une institution enracinée dans l'histoire de Québec, dans l'histoire de Montréal. Et il se trouve que cette institution inaugure son nouveau campus le 21 septembre, le campus 1000. Alors ça peut paraître anecdotique pour les personnes qui ne connaissent pas l'Université de Montréal ou qui ne connaissent pas Montréal, mais ce campus, pour vous donner une idée, va être absolument énorme. Déjà, c'est un campus qui va se situer entre Parc-Ex, Outremont et Mont-Royal, déjà, donc c'est un endroit où l'UDM n'est pas. Et en plus, ça va être un campus d'à peu près 18 hectares. Pour vous donner une petite idée, c'est le quartier du Vieux-Montréal. D'accord? Donc 18 hectares. C'est présenté dans les médias comme étant un bijou architectural. Ça va être un bijou aussi au niveau de l'innovation. C'est le complexe des sciences en fait. Donc il y aura le département chimie, physique, géobiologie. L'Université de Montréal le présente comme étant le futur de la recherche pour les étudiants. En plus, donc Campus 1000, c'est Milieu Montréal Innovation Laboratoire. D'accord? C'est pour vous donner une idée. Et en plus, il s'agit, enfin en tout cas, lorsqu'on regarde ce que les médias en disent, ça va être un bijou architectural qui réduit extraordinairement son empreinte carbone. Donc, ils vont même avoir un label sur à quel point c'est vert, bio, etc. Donc, vraiment, c'est un campus qui s'annonce énorme. Dans son allocution, le recteur parle même du nouveau Montréal parce qu'en plus de se mettre entre trois quartiers, ce nouveau campus se situe en fait sur une ancienne usine de triage. D'accord? Donc, c'était un véritable trou béant où il n'y avait rien. Donc, il y a eu une désinfectation du site pour pouvoir ensuite y installer le campus 1000. Et apparemment, ce campus va permettre de relier des quartiers qui n'avaient jamais pu, du fait de l'enclave autour de Parc-Ex, n'avaient jamais pu être reliés, notamment Outremont-Parc-Ex, par une espèce de pont. Donc, en gros... Tu l'appelles Campus 1000, hein? Oui, c'est pas moi qui l'appelle, il s'appelle Campus 1000, voilà, exactement, c'est le nom, et ça va être véritablement une énorme avancée, en tout cas, c'est ainsi qu'on nous le présente, pour l'UDM, mais également pour Montréal, voire pour tout le Québec. Donc, en gros, l'Université de Montréal a énormément sur son plateau. Et d'après tout ce que j'ai pu vous présenter, ça s'annonce quand même plutôt idyllique. Bijou architectural, innovation. L'avenir. Exactement, c'est l'avenir. On va relier deux quartiers où il n'y avait jamais eu de passage. D'après le recteur, ça va dynamiser l'Outremont, dynamiser Parc-Ex. L'UDM apporte le futur. Et là-dessus, donc, on nous contacte. Ça, c'est un t-shirt, ça. C'est un t-shirt. Et forcément, à Néo-Québec, notre premier réflexe, c'est de dire, pas si vite. C'est un petit peu trop beau pour être vrai, on va aller gratter un petit peu. Il faut véritablement comprendre qu'on nous a contactés pour regarder l'impact de l'Université de Montréal par rapport notamment à Parc-Ex, notamment l'impact de la gentrification que cela provoque. De quoi on parle lorsqu'on parle de gentrification, qu'ici j'ai pu voir également être traduit comme embourgeoisement. D'accord? Donc la gentrification, c'est un phénomène urbain où des foyers à revenus élevés s'approprient des territoires où c'était des foyers initialement pauvres ou très modestes qui y habitaient, au point de repousser toujours plus loin les foyers les plus pauvres en dehors de la ville. D'accord? C'est un processus qu'on trouve mondialement. C'est un processus qu'on a pu voir à Paris, Marseille, New York, Toronto, qui est désormais, je crois, a passé le cap des 2200 $ de loyer pour un studio.
Dernièrement, facile. Donc, la gentrification, c'est un problème mondial. Et pourquoi c'est un problème mondial? Parce que, et là, on va aller très rapidement, on est dans une économie où on est de plus en plus dans la désindustrialisation. Donc, les industries ferment, il y a de moins en moins d'ouvriers. On a de plus en plus de grandes villes, de métropolisation, ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de cadres, de personnes qui travaillent en ville. Et ensuite, vous faites les maths très rapidement. Si vous avez de plus en plus de personnes qui travaillent et habitent sur une petite surface, donc le nombre d'habitants augmente, sur une seule surface qui n'augmente pas, forcément les prix immobiliers atteignent des hauteurs du type de Toronto inatteignables. Donc ce que ça passe du coup, c'est que plus le prix immobilier augmente, plus les foyers à la base, foyers classe moyenne qui avaient les moyens de vivre en ville ou du moins en périphérie de la ville sont repoussés à l'extérieur et donc vont jeter leur dévolu sur des quartiers qui auparavant étaient des quartiers considérés comme pas fameux. C'est-à-dire pas les quartiers qu'on a envie d'habiter parce que c'est mal desservi par exemple, parce qu'il y a beaucoup de logements insalubres, parce que les loyers sont très bas à cause du fait que c'est mal desservi, logements insalubres, etc. Et donc on a ces foyers qui jettent leur dévolu sur ces quartiers parce que généralement ce sont des quartiers qui restent proches du centre-ville. Donc on évite les temps de déplacement entre l'emploi et l'endroit où on habite. Et en plus on reste proche de la ville. Et on économise sur le loyer ou à la limite sur l'achat. Ce qui se passe souvent, ce sont des classes moyennes du coup qui vont se mettre à acheter. Après la classe moyenne soit arrivée, la classe bourgeoise débarque. En fait, chaque processus de gentrification est différent en fonction de la ville vers laquelle vous vous tournez parce que chaque ville a des spécificités. La manière dont ça se passe à Marseille ne va pas être la même manière que ça se passe à Paris, comme ça ne va pas être la même manière à Montréal. Mais grosso modo, ce qu'on a pu voir dans la littérature, c'est que la gentrification commence avec les étudiants et les artistes. Ensuite, ce sont les classes moyennes pour finir par les classes bourgeoises. Et lorsque les classes bourgeoises débarquent, il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement une question de loyer qui explose la gentrification. C'est aussi une question de... Donc, on repousse les personnes qui n'ont pas les moyens désormais de payer, mais aussi on transforme complètement le quartier. Donc, les petits commerces ferment, on les remplace par des boutiques de luxe, on remplace les maisons par des condos. Donc des condos luxueux où c'est de plus en plus cher, etc. Donc c'est toute une vie de quartier culturelle, un réseau qui est détruit lorsqu'on a la gentrification. Donc ça c'est pour vous donner une idée globale de quoi on parle lorsqu'on parle de gentrification. Comme je l'ai dit, le cas de Parkex est vraiment unique et on va se recentrer là-dessus. Déjà, il faut comprendre, on va faire le portrait de Parc Extension. De quoi on parle lorsqu'on parle de Parc Extension? C'est le quartier qui est classé comme deuxième au rang des plus pauvres au Canada. D'accord? Donc déjà, il faut avoir cela en tête. En grosso modo, les loyers ils sont autour de 600 $. Enfin, du moins jusqu'à une certaine période, on pourrait trouver des loyers à peu près à 600 $, parfois même suffisant pour une famille de 5-6 personnes. Mais ça reste un quartier difficile d'accès parce que c'est enclavé entre des autoroutes, chemins de fer, Mont-Royal. C'est un quartier qui comporte 51% de population immigrante. 43% ne parlent ni français ni anglais à la maison. En fait, les langues les plus parlées à Parkex, c'est le grec, le pendjabi et l'ourdou. Il faut aussi savoir que c'est dans ce quartier-là, 43,5% des revenus sont en dessous du seuil de pauvreté. Okay? Donc, on parle par exemple d'un taux de chômage qui atteint les 15%. Et pour vous donner une idée, une comparaison, Montréal, dans l'ensemble, le taux de chômage, c'est 5,7%. D'accord? Donc, c'est quand on parle d'un quartier pauvre, c'est un quartier qui est considéré comme, selon la littérature scientifique, définition de quartier pauvre. Okay. Mais du coup, il y a énormément de logements insalubres aussi, il faut le savoir, mais du coup, c'est aussi un quartier qui contribue en fait à l'accueil des nouveaux arrivants. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est l'un des rares quartiers où c'est encore accessible de s'y loger, surtout si vous venez d'arriver à Montréal, que vous n'avez pas encore d'emploi, que vous avez un emploi extrêmement mal payé, comme c'est souvent le cas lorsqu'on y retrouve la première vague d'immigration. Donc, c'est un des derniers quartiers qui était encore accessible et en même temps reste proche du centre-ville. Lorsque l'UDM décide d'implanter le campus 1000 à Parc Extension, c'est dans ce contexte qu'elle arrive. Donc, dans un contexte d'un quartier extrêmement difficile, déjà pas extrêmement difficile, mais extrêmement pauvre, et qui en plus a développé du coup tout un réseau, notamment au niveau des organismes communautaires, pour pouvoir s'entraider face aux difficultés du fait d'être à Parkex. Et forcément, l'arrivée de l'UDM, avec tout ce discours de « on va dynamiser », va provoquer un phénomène de gentrification qui est extrêmement rapide. Dans le sens où la gentrification, lorsqu'on en parle, ça peut prendre plusieurs années, parfois des décennies. Ce qui est extraordinaire, malheureusement, avec et pas extraordinaire dans le sens fabuleux, ce qui a à être vraiment marquant dans la violence du processus, c'est que l'arrivée de l'UDM fait en sorte qu'on a un processus de gentrification qui se fait en 2-3 ans. C'est l'un des plus rapides jamais étudiés, on va dire, surtout d'un point de vue, et jamais vu, surtout au point de vue du Canada et même au point de vue du Québec. C'est tellement rapide, en fait, que certains organismes se sont rendus compte qu'en moins d'un an, certains loyers ont triplé, ce qui normalement ne se passe pas de la sorte pour le phénomène de gentrification.
Parce que l'arrivée de l'UDM veut dire que les propriétaires qui ont déjà des appartements à Parkex ont décidé de soit revendre, donc il y a énormément de promoteurs qui décident de racheter pour ensuite détruire et construire des condos, soit de ne plus louer à la population sur place, d'attendre les étudiants et d'augmenter donc les loyers. On a donc des loyers selon certains travaux qui ont été faits par CAP, Comité d'Action Parkex, mais aussi des organismes comme Brick Bar Brick. Donc on a vraiment des organismes qui sont dédiés et qui sont faits par la population de Parkex, okay. pour la population de Parkex, qui ont commencé à cumuler des données, aussi notamment ceux qui nous ont contactés, le réseau Recherche Action, ont commencé à cumuler des données, se sont rendus compte donc les loyers doublent, triplent. Certains propriétaires qui refusent de louer tant que les étudiants n'arrivent pas se sont rendus compte également donc ce fameux achat des immeubles avec des prix qui n'avaient jamais été vus dans Parkex pour ensuite détruire et construire des condos de luxe. L'UDM se vante en fait qu'avec l'ouverture de Campus 1000, c'est plus de 10 000 étudiants, professeurs et travailleurs de l'UDM qui vont débarquer à Parkex. Ouais. C'est énorme, un quartier qui du coup va devoir absorber 10 000 personnes qui vont arriver. Il faut aussi se rendre compte du coup qu'on parle d'une population immigrante. Donc c'est souvent une population qui ne maîtrise pas la loi et encore moins les droits qu'ils ont en tant que locataires. Donc c'est une population déjà désavantagée pour toutes sortes de barrières systémiques et de discrimination. Déjà aussi désavantagée s'ils ne maîtrisent pas l'anglais et le français, qui se retrouvent souvent démunis face aux avis d'expulsion ou aux loyers qui doublent, triplent et qui ne connaissent pas forcément leurs droits, ne savent pas qu'ils ont le moyen de la possibilité de contester, qui à aller voir pour être protégé. Donc c'est une population marginalisée et qui est victime en fait de l'appât du gain des proprios et de ses promoteurs. L'UDM a reçu des critiques par rapport à cela, très peu couvertes dans les médias. Quand on regarde Campus 1000, on a l'impression que ce bijou va dynamiser le quartier. On a quand même beaucoup de chercheurs au sein du réseau dont je parle, au sein de l'UDM et à l'extérieur, qui ont essayé d'attirer l'attention sur l'impact et aussi de demander à l'UDM de prendre leurs responsabilités par rapport à ce qu'ils sont en train de provoquer à Parkex. Et dans la campagne médiatique, parce qu'il faut bien comprendre que l'UDM est en mode relation presse, hein, c'est une institution, ils se sont beaucoup vantés de réserver 15% aux logements sociaux et 15% de logements abordables. Donc la première fois que j'avais lu ça dans les médias, je me disais, 15% de logements sociaux, est-ce que moi je n'y connais pas trop bien l'immobilier, donc j'ai pu rencontrer des personnes et leur poser des questions là-dessus. En réalité, ce fameux 15% de logements sociaux, c'est de la poudre aux yeux. La manière dont l'UDM le présente, c'est « nous avons pris sur nous de réserver 15% de logements sociaux, vous devriez déjà nous remercier pour ça », alors qu'en réalité, tout promoteur qui achète est obligé de réserver 15%. Ça fait juste partie de la loi. C'est ça le deal. Exactement. Et en plus, on s'est rendu compte, enfin, on m'a expliqué que ces 15%-là ne veulent pas dire qu'à la fin, il y aura des logements, notamment l'UDM avait dit, ça veut dire 1300 logements. 1300 logements, on parle de 10 000 étudiants, déjà, ce n'est rien. Et une personne m'expliquait au sein du réseau qu'on n'est même pas sûr qu'à la fin, il y aura ces 1300 logements parce qu'en fait, ces 15%-là, soit vous pouvez en faire, en effet, réserver des logements qui seront abordables, soit vous pouvez prendre l'argent, en gros, que cela représente. Et là, je l'explique vraiment largement, hein, je ne rentre pas dans les détails. Mais en gros, vous pouvez prendre l'argent des 15% pour les mettre dans un fonds, on va dire, je crois que c'est provincial, mais en tout cas un fonds qui va revenir à des programmes en fait d'aide et à la fin, tout à fait. Exactement, donc à la fin, vous avez 100% de logements privés. C'est juste que vous avez réservé l'argent des 15% qui est allé dans ce fonds. Donc, on n'est même pas sûr qu'on aura ces 1300 logements parce que c'est tout à fait légal. En fait, c'est même pas quelque chose qu'ils font. Non, c'est tout à fait légal de prendre les 15% et de les mettre dans ce fameux fonds. Bon, en plus de ces 15% qui est... une taxe. Exactement. En plus de ces 15% présentés par l'UDM comme cette fameuse solution, ils ont réalisé 2 projets qui est la première, la clinique L'Extension en 2014, qui offrait des services aux enfants du quartier. Comme je l'ai dit, à partir du moment où la population va commencer à être repoussée et remplacée, les enfants du quartier de Parkex ne seront plus les enfants de 2014. En 2021, les enfants qui ont mais on va dire les communautés au niveau des enfants qu'on voyait en 2014 ne seront plus les mêmes en 2020. Donc, il faut déjà comprendre aussi cela. Et également, le prêt d'une portion, deuxième projet, ils s'engagent en fait à prêter une portion du campus à des groupes communautaires pour des projets éphémères. Parce qu'il y a encore toute une partie qui est vide. Donc, ils ont dit, bon, les groupes communautaires ont le droit de venir faire des projets éphémères. On ne sait pas trop quel groupe communautaire. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est les projets éphémères. Et combien de temps ça va durer. Ça va durer, tout à fait. Donc, c'est de la relation presse. Hein. On remet les choses. Oh, oui,
en valeur. Il faut bien comprendre que l'UDM, malgré ce beau discours dont on a conscience d'arriver dans un quartier, on veut que ce soit fait de manière le plus smooth possible, n'a absolument pas fait de travail pour conscientiser ses étudiants sur l'impact de leur arrivée à Parkex. Donc par exemple, les étudiants de l'UDM qui vont aller dans ce campus-là et qui se précipitent pour se louer proche de l'environnement où ils vont avoir des cours, n'ont pas conscience de dans quel quartier ils arrivent, de ce que leur arrivée provoque, n'ont pas conscience également qu'ils vont participer à cette gentrification parce que ce sont les étudiants malheureusement qui vont apporter et provoquer cette gentrification extrêmement rapide. Ça a déjà commencé, la rentrée c'est le 21 septembre. Donc il n'y a pas eu de conscientisation pour les étudiants, il n'y a pas eu non plus un travail de maintien de la culture et du réseau de Parkex, donc s'assurer que l'UDM ne détruise pas ces réseaux et cette culture-là. Et bien sûr, il n'y a eu aucune couverture médiatique autour de cet impact. Comme je l'ai dit, ça m'a intéressé de regarder la manière dont les médias et la manière dont parlait l'UDM lorsqu'ils allaient dans les médias sur l'ouverture du campus 1000. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est beaucoup un langage colonial qui est utilisé pour décrire l'ouverture du campus 1000. Donc on arrive, c'est-à-dire on va créer ce nouveau Montréal, on va dynamiser, on va innover. Nous sommes l'avenir, nous apportons le changement. Donc c'est vraiment un langage colonial de grâce à nous, on va faire en sorte que ce qui était auparavant pas désirable, deviennent ce nouveau Montréal futuriste, dynamique, innovant, vert, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant également. Le fait que le recteur, dans son allocution, appelle le nouveau Montréal. Donc c'est vraiment un langage très colonial. Sommes-nous étonnés que l'UDM, institution universitaire, participe à la colonisation et à la gentrification? Pas tant que ça, mais j'étais obligée de le remettre en avant. Et aussi, beaucoup un langage faux, finalement, de nous participons à la mixité sociale. Et ça, c'est chaque fois que vous regardez les processus de gentrification, quelle que soit la ville que cela touche ou les quartiers, c'est exactement ça qui ressort tout le temps. Finalement, c'est de la mixité sociale. On va faire en sorte que les riches soient avec les pauvres. On va mixer tout ça. Non, il faut bien comprendre déjà que cette fameuse mixité sociale, qui est constamment mise en avant, c'est en fait un équilibre extrêmement précaire qui dure entre 2 et 5 ans, où en effet, on a des foyers à revenus plus ou moins élevés qui côtoient des foyers extrêmement modestes. Et cet équilibre finit toujours par basculer du côté des foyers élevés. Pourquoi? Parce que même si vous parvenez à rester dans votre quartier, comme j'ai dit, la gentrification fait en sorte que ça ferme les petits commerces. Donc ce sont des boutiques de luxe qui ouvrent, donc vous ne pouvez plus acheter votre pain, vous ne pouvez plus acheter, faire les courses au jour le jour. En plus, ça arrive toujours avec une surveillance accrue, notamment surveillance accrue policière, parce que ça y est, c'est un nouveau quartier, donc on veut s'assurer qu'il soit sécuritaire. Ce qui veut dire, c'est qu'on veut laver la population. On fait la chasse aux pauvres, on fait la chasse aux racisés, on fait la chasse aux immigrants. Donc il y a une pression en fait de votre quartier pour que vous sortiez, parce que votre présence continue de faire stagner ou diminuer la valeur du bien, ou la valeur du bien immobilier. Donc, il y a une pression pour que vous sortiez. Donc, voilà pourquoi ça finit toujours par basculer. Parce qu'au bout de 5 ans de ce contexte de vie, les populations finissent par partir. Et donc, avec, comme j'ai dit, la cassure des réseaux, la cassure de la culture, l'effacement et l'invisibilisation. Donc, comme j'ai dit, la gentrification, en fait, c'est un processus extrêmement violent qui est de base, qui est rendu encore plus violent par rapport à Parkex du fait de sa rapidité et du fait de rapidité, mais aussi que ce soit parrainé à la fois par l'État organisé et par du coup l'UDM qui est l'agent, grosse institution, qui est l'agent provocateur et qui renforce donc cette fameuse gentrification. Il y a énormément de travail qui est fait sur place par et pour les populations, les populations Parkex, notamment pour essayer d'ouvrir des cliniques d'aide juridique pour conseiller sur vos droits. Il y a énormément aussi qui est fait pour demander des comptes et notamment il y a eu des appels à signature pour adresser des recommandations, que ce soit au niveau de l'UDM, mais également au niveau mairie et au niveau province et fédéral, parce que c'est à plusieurs échelons qu'on peut lutter contre la gentrification. Notamment, il y a eu des demandes de s'assurer que l'UDM en fait prenne ses responsabilités par rapport au logement étudiant. Donc, si vous arrivez avec 10 000 étudiants, à vous de vous démerder pour assurer leur logement sans que ce soit Parkex qui soit obligé de tout absorber. Ouais. Ils ont demandé également, parmi les recommandations, à ce que l'UDM prenne une position publique de soutien à l'ouverture de logements sociaux. Et ça, c'est bien particulier parce qu'on manque de logements sociaux à Montréal. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est extrêmement long et lent pour la mairie ou pour toute institution politique d'ouvrir des logements sociaux. Ça prend des années pour qu'ils se décident à acheter un bâtiment qui va être
soit rénovés, soit désinfectés, soit rendus moins insalubres si c'est le cas, etc. Avant que ça devienne des logements sociaux, ça peut prendre 10 à 15 ans. Tandis que des promoteurs peuvent acheter quasiment en 48 heures. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre l'argent en 48 heures, avoir exact, et en 6 mois avoir des condos. Donc ce qui se passe, c'est que la mairie n'arrive pas à lutter face aux promoteurs. J'ai lu des articles où la mairie disait on a essayé d'acheter tel bâtiment, puis le lendemain un promoteur a doublé le prix, puis on l'a perdu. On n'a pas la rapidité et la capacité ni les moyens de lutter face aux promoteurs, et aussi parce qu'il n'y a pas suffisamment de lois pour limiter le nombre d'achats, etc. Donc, il y a une demande à ce que l'Université de Montréal, en tant qu'institution aussi importante au niveau canadien, prenne position publiquement pour l'ouverture des logements sociaux. Il y a aussi une demande auprès de l'UDM qu'elle se rende accessible. Donc, c'est-à-dire qu'elle travaille à développer des bourses qui soient réservées aux populations de Parkex, pas les nouvelles, hein, celles qui sont déjà présentes, qu'elle réserve des contrats au commerce, donc c'est-à-dire si vous avez besoin de contrats pour imprimante, faire de la rénovation, etc., que ce soit des commerces de Parkex qui obtiennent les contrats, qu'elle favorise dans l'emploi des personnes qui vivent déjà à Parkex. Donc, il y a toute une série de recommandations en disant vous pouvez faire des choses. C'est juste que vous avez refusé de les faire. Pour le moment, non. Je vais y revenir. Et il y a aussi une demande pour qu'il y ait une conscientisation des étudiants, et notamment une conscientisation de l'histoire de Parkex. Et une conscientisation de c'est quoi la démographie, c'est quoi l'histoire, c'est quoi la politique, qu'est-ce qu'on provoque lorsqu'on arrive. Si vous avez les moyens de vous loger ailleurs, logez-vous ailleurs. Parce qu'il y a aussi des cas où j'ai lu des propriétaires qui voulaient louer. Et en fait, 5 étudiants sont arrivés en disant je vous double votre loyer si vous acceptez qu'on emménage samedi. Et puis le propriétaire dit ok, tu sais, 600, 1200. C'est OK pour moi. Donc, il y a eu des cas comme ça. Conscientiser les étudiants. Il y a eu des recommandations au niveau des mairies. Et bien sûr, ils demandent à ce que l'UDM devienne un interlocuteur des organismes. Tu me disais, est-ce qu'ils répondent? J'ai eu l'occasion de rencontrer des organismes qui travaillent à Parkex, qui sont en train de me dire, c'est impossible d'avoir un interlocuteur à l'UDM. On essaye, on est ballotté de service en service. Ils nous envoient toujours quelqu'un de différent qui n'est plus joignable 1 ou 2 mois plus tard. On n'arrête pas de nous dire, on verra ça après septembre. C'est normal qu'ils vous disent ça puisque le campus ouvre le 21 septembre, donc ils sont dans la gestion de crise. Donc l'UDM se rend non accountable, fait en sorte de ne pas avoir à rendre des comptes avec les organismes qui essaient de les avoir autour de la table et de faire en sorte que l'UDM prenne des engagements. Par contre, je tiens à vous dire, l'UDM, ils ont quelqu'un pour répondre aux devoirs, au journal du métro, ils ont quelqu'un. Tous les médias, ils ont une personne pour la com. Québec, ni les organismes. Ouais, exactement. En tout cas, il y a ces demandes-là par rapport à l'UDM. Il y a eu des demandes par rapport à la mairie, notamment de demandes de construction de logements sociaux. Il y en a eu en 5 ans, il y avait une promesse d'en construire 225. En 5 ans, il n'y en a eu que 54. Et apparemment, il n'y a aucune annonce que le projet va continuer, qu'il va pouvoir avoir d'autres constructions. Donc, pour le moment, on est au point mort. Une demande aussi au niveau des baux qui est un inventaire des baux. Parce qu'ils se sont... Mais ça, c'est un problème au niveau du logement global. C'est-à-dire les propriétaires qui, entre 2 baux, doublent le loyer. Et comme si vous arrivez, vous n'êtes pas au courant de ce que payait le précédent, vous ne pouvez pas vraiment contester. Et... il y a des personnes qui disent si vous partez dans un appartement, laissez votre baux sur place, vous venez le donner au prochain locataire. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que il y a un registre en fait des baux que vous pouvez aller, si vous arrivez dans une adresse, vous pouvez aller vérifier qu'est-ce qui a été payé ces 10 dernières années, pouvoir dire au propriétaire ok, donc c'est ce loyer-là que je vais payer. Donc il y a une demande pour ça. Au niveau provincial et fédéral, bien sûr, acquérir des terrains, acquérir des bâtiments, faire les registres, renforcer le droit au maintien. Donc, tout ça, c'est au niveau légal. C'est pas seulement un problème au niveau Parkex, c'est un problème au niveau de le prix des loyers est encore de plus en plus en train d'augmenter. Globalement, les salaires n'augmentent pas et au niveau du droit, les locataires ne sont pas assez protégés et c'est en train de devenir, si on veut pas finir comme à Toronto, il y a quelque chose à faire très très vite. Mais le cas de Parkex et le cas de l'UDM est extrêmement violent en soi. Donc, c'est pour ça qu'on nous a contactés également et on a accepté bien sûr d'en faire notre chronique pour conscientiser et alerter là-dessus parce que, comme je l'ai dit, couverture médiatique, bon, on vient de commencer, je vais pas commencer à cracher sur les médias mainstream, mais on reste dans la tradition de les médias actuels là, mon Dieu. Cette capsule était spécifique à Parkex, mais du coup, on va en faire par rapport à Hochelaga Maisonneuve, hein, parce que ça y touche aussi. Parkex est devenu Milex. Hochelaga Maisonneuve, c'est OMA. Vous savez que la gentrification arrive lorsque le quartier a un petit nom. Ouais, et puis, on a des craintes par rapport à Montréal-Nord, parce que l'annonce d'une ouverture d'une ligne... Lance des idées, Cyril. Non, je ne suis pas pour la gentrification, donc je ne veux pas leur donner des idées. Ce qui est très important en fait aussi. On en parlait déjà. Voilà. Et j'ai lu beaucoup de personnes qui disaient oui, mais c'est pas si mal la gentrification parce que ça fait en sorte que un quartier qui auparavant était il n'y avait pas d'offres culturelles, était pauvre, n'était pas accessible, est complètement transformé et ça devient un quartier où on a envie de vivre.
le problème avec la gentrification, c'est qu'on ne transforme pas ce quartier pour que les populations qui soient sur place bénéficient de logements salubres, d'offres culturelles, d'être mieux desservis. On fait ces changements-là pour les riches. À partir du moment où il y a repousser les populations, les pauvres, marginalisés, immigrantes, racisés, pour s'assurer que blancs riches puissent profiter de leur place, on parle d'un processus qui est profondément colonial. Et il faut y réfléchir sur comment est-ce qu'on parle d'un processus colonial sur des territoires déjà colonisés, hein, par rapport aux populations autochtones. Donc il y aurait toute une réflexion à avoir là-dessus. Mais ça ne peut pas être un processus dont on voit les bons côtés, en fait. Un quartier devrait recevoir ce type d'amélioration et de soutien financier et de subvention sans que cela se termine par un double, triple au niveau des loyers, etc. Donc, ce dont on parlait dans le... Sans que le capitalisme foute la merde. Le capitalisme, c'est sûr. Voilà. Merci Donc, beaucoup, conclusion. Je voulais juste rajouter, parce que tu as utilisé ce mot-là, la fameuse mixité sociale. Oui. C'est vraiment, on parle de conscientisation, c'est un des points aussi sur lesquels les gens doivent se pencher. Ça ne tient pas du vote, c'est de la fumée aux yeux, et puis... Surtout voilà. que c'est un processus, comme j'ai dit, l'ouverture du campus date de plusieurs années. Je pense que ça fait à peu près 8 ans, peut-être 8 à 10 ans qu'ils ont commencé. Donc c'est quelque chose avec toute la littérature, il y a eu des professeurs qui ont essayé d'alerter là-dessus également. Avec toute la littérature, on prévoyait l'impact. Et malgré ça, on se retrouve en 2019, l'ouverture est en septembre. L'UDM n'a rien fait pour diminuer cet impact. Je tiens à le préciser, l'UDM compte parmi ses rangs les professeurs les plus reconnus au niveau mondial en termes d'urbanisme. Donc, il savait, il y avait un moyen de ne pas en arriver à une telle situation et aucune décision n'a été prise. Profonde. C'est ça qui est le plus C'est ça qui est le... Voilà, et c'est extrêmement violent. Juste, oui, on rajoute violent, c'est que quand la gentrification se fait à partir de promoteurs immobiliers, comme on a vu de part et d'autre, oui. Je ne veux pas dire passe encore, mais on voit, on sait que c'est difficile, mais quand ça vient de l'université de Montréal... Ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Qui est quand même, comme tu dis, qui a une autre vocation que celle de faire de l'argent et de participer à la destruction oui, les universités fonctionnent de plus en plus comme des entreprises. C'est aussi ça le capitalisme, c'est même nos institutions. Ça sera le sujet d'une autre chronique. Donc, OMA doit faire attention. Oui. Montréal-Nord. Du fait de l'annonce de cette ligne de train. De cette ligne de train qui va, c'est sûr que quand ça va... Exactement. Quand ça va être plus accessible... Tout va changer. Donc voilà, on en reparlera. Merci beaucoup, Jade. De toute façon, c'était la première. On reste sur ce sujet-là. Oui. On continue à regarder ça justement avec nos amis partenaires et voir un peu ce qu'on peut faire. Merci. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.